Lors de vos aventures dans les terres de Férune, vous aurez sûrement croisé toutes sortes de gens, membres d'une multitude de peuples différents, originaires d'une multitude de lieux hétéroclites, et tous doués d'une multitude de talents différents. Toutefois, il est un peuple qui peut attirer la curiosité plus que les autres. Un peuple dont la petite taille est compensée par une grandeur d'âme et une volonté à toute épreuve. Un peuple chaleureux, jovial et enclin à l'humour. Vous l'aurez sûrement compris, je parle bien des Alphelins. Le petit peuple est présent presque partout en Férune, que ce soit au sein de tavernes, de comptoirs de commerce, de troupes nomades, de fermes en campagne ou encore dans des groupes d'aventuriers. Toutefois, leur faible nombre et la diversité de leur cadre de vie peut laisser penser que ce peuple est exilé, ou alors sans terre natale à proprement parler. Eh bien, pas du tout. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, en visitant leur royaume, l'Uiraine. Situé à l'extrême sud du continent de Férune, l'Uiraine est un tout petit territoire forestier, lové au bord de la Grande Mer. Sa position méridionale et la proximité avec la mer donnent au climat des températures très chaudes l'été et plutôt tièdes l'hiver. Cette dernière étant d'ailleurs la saison des pluies et comprend des moussons assez sévères. Déjà que le territoire n'est pas très grand, il est en plus occupé à ses extrémités nord et sud par des forêts denses. Et comme si cela n'était pas assez, la frontière nord est délimitée par une chaîne de montagnes. Tout ceci confère, vous l'aurez compris, une protection naturelle très solide contre les menaces extérieures. Cette protection tient plus des habitants de ces zones naturelles que de leur simple existence. En effet, l'épaisse forêt du Luirbois est le repère de toutes sortes de populations véhémentes ou au mieux méfiantes. C'est notamment le repère de ce qu'il reste des Alphelins sages spectres, derniers représentants de la partie de leur peuple n'ayant pas fui vers le bois de Chandal. Habitant sous les conifères et sillonnant les vignes rampantes et les broussailles qui recouvrent le sol, ces Alphelins mystérieux n'aiment pas être dérangés par qui que ce soit et se montrent très vite agressifs. À mesure que l'on avance vers l'est, l'épaisse forêt devient de plus en plus dangereuse. La pointe orientale est l'apogée du danger, regorgeant de créatures comme des araignées géantes, des scarabées rhinocéros, des serpents volants, des striges ou encore des gueules à pattes. Ces dernières insufflent de la peur chez les habitants du coin, car très véloces et furieuses. Leurs raids sont craints et peu prévisibles. Le Luirbois est en partie niché sur les contreforts des montagnes du Crapaud accroupi, dont les reliefs peu élevés sont habités par des nains d'or. Ceux-ci exploitent quelques mines d'argent et sont engagés constamment dans une guerre d'escarmouches avec les populations d'ogres locaux. De l'autre côté, on trouve le Luirbois méridional, qui ne fait désormais plus que les 2 tiers de sa taille originale. Cette sylve est, elle aussi, occupée par plusieurs peuples, très différents mais pas moins virulents. D'une part, des Yuan-Ti originaires de Chult y ont élu domicile. Ces hommes serpents descendants des grandes races créatrices capturent et réalisent des expériences sur tout intrus foulant leur terre. D'autre part, un tyranneuil répondant au doux nom de Xianthrope s'est octroyé un bout de forêt et a créé des tyramors qui sont chargés désormais de jouer le rôle de garde-frontière. C'est donc pour ces 2 raisons que les abords de ce bois sont surveillés quotidiennement par les Alphelins. D'un autre côté, ces 2 peuples véhéments participent très bien à faire barrage à toute tentative d'invasion des tyrans du Dambrad qui se situe à l'ouest. C'est probablement aussi pour ça que le petit peuple laisse cette forêt tranquille. Notez d'ailleurs que cet endroit constitue aussi le cœur de nombreuses histoires pour faire peur aux jeunes alphelins, qui, d'après leurs parents, seront livrés aux Yuan-Ti s'ils refusent d'aller au lit ou de manger leurs épinards. En dehors de ces immenses étendues forestières, il existe d'autres lieux notables dans la région. Le marais de Mortic est une grande tourbière, infestée de tiques géantes et d'autres animaux aux proportions complètement démesurées. Un peuple de Méros en partent pour mener des raids contre les fermes et caravanes environnantes. De nombreux aventuriers ont tenté de vérifier la véracité de la rumeur concernant l'existence d'une ancienne ruine remplie de richesses. Mais tout ce qu'ils ont pu en ramener, pour ceux qui ont pu le faire du moins, ce sont des fièvres, des morsures de tiques et de la boue. L'île de Keltir est une petite bande de terre, régulièrement balayée par des pluies et des vents impitoyables. L'on raconte qu'un certain Jap Nakanoï aurait caché un trésor quelque part sur l'île. Constitué par des années de piraterie, le magot serait protégé au sein d'une cache que le pirate a lui-même bâtie et sécurisée à l'aide de pièges mortels.
Vous aurez probablement remarqué que tout cela prend beaucoup de place sur le territoire de Luiren. Mais les alphelins savent s'accommoder et ont investi les plaines et la baie pour établir leur société, qui est parfaitement opposée à tous ces environnements hostiles et dangereux. Les Inn, comme ils aiment qu'on les appelle, vivent au sein d'une société tranquille et bienveillante. 3 peuples la composent, ayant chacun leurs habitudes. Les sages spectres, qui vivent surtout dans le Luirbois et sont très peu nombreux, vivent principalement en autarcie. Les pieds légers sont un peuple plutôt frivole, semi-nomade, jovial et tout à fait accueillant. Enfin viennent les alphelins vaillants, qui composent la majorité des habitants des villes et ont la réputation d'être beaucoup plus terre-à-terre que leurs homologues nomades. La vie en Luiren change selon où l'on se trouve. À la campagne, les pieds légers mènent une vie faite du travail de la terre et de l'élevage du bétail. Il est courant pour eux de changer d'endroit plusieurs fois par an. Il n'est donc pas anormal que la plupart des villes et villages en campagne ne soient seulement qu'à moitié occupés. Des habitations sont d'ailleurs souvent prévues à cet effet. Les familles les occupant tour à tour ont pour devoir de les nettoyer et de les rendre propres lors de leur départ, et ainsi préparer la venue de la famille suivante. Leur quotidien frivole et libre a tendance à beaucoup déstabiliser les étrangers, qui eux sont habitués à faire le même travail toute leur vie et retourner toujours au même endroit constamment. De plus, les habitants des zones rurales n'utilisent pas de système monétaire, mais fonctionnent au troc ou au service rendu. Certains passent plusieurs années consécutives sans voir même une seule pièce d'or. Les ouvriers sont rémunérés en nourriture, hébergement et festivités, qui sont d'ailleurs plutôt nombreuses. De l'autre côté, les Inn vaillants ont tendance à habiter majoritairement en ville, même si, bien évidemment, il y a toujours une exception qui confirme la règle, et il n'est donc pas rare d'en rencontrer en dehors des cités. L'inverse est tout aussi vrai d'ailleurs. En Luiren, cette communauté a la réputation d'être plus pragmatique, plus, comme on l'a dit, terre à terre. Étant les principaux habitants des zones urbaines du territoire, ce sont eux qui traitent le plus avec les commerçants étrangers. Toutes sortes de denrées sont transportées par terre et par mer, majoritairement via Shun, Krenadir, Shetel et Beluir, qui sont d'ailleurs les 4 villes principales de la région. La première, Shun, est connue pour 2 choses. En plus d'être le dernier point civilisé de la route commerciale vers les Stagund, Shun est une exportatrice réputée de produits laitiers. Et comme un bon fromage ne se mange pas sans un bon pain, les artisans en fabriquent en grande quantité, histoire de l'ajouter aux exportations et d'entretenir leur réputation. Krenadir repose son économie sur l'exploitation d'agrumes. De grands vergers à l'est de la ville sont entretenus par les alphelins, dont le nombre double à la saison des récoltes. Shetel, quant à elle, ne fait pas directement partie du flux commercial de la région. En effet, les marchands y font escale en raison de son grand chantier naval, pour y faire réparer leurs navires ou pour en acheter d'autres. Ces derniers sont réputés d'excellente qualité, ce qui est tout à fait paradoxal avec le mépris que les Inn ont pour la navigation. Enfin, ce n'est pas vraiment du mépris, plutôt un mal-être que beaucoup d'entre eux éprouvent en voyageant sur la mer. Enfin, Beluir fait office de capitale, ou tout du moins c'est comme ça qu'elle est perçue par les marchands et diplomates. C'est là-bas que la majorité du commerce a lieu, car la ville dispose du plus grand port de tout Luiren, et d'une capacité d'accueil en conséquence, et surtout adaptée aux visiteurs. Et oui, au vu de leur petite taille, leurs habitations sont plutôt trapues, et ne sont donc que peu adaptées aux visiteurs de grande taille. Mais petit de taille ne signifie pas petit de cœur, et la réputation d'hôte de qualité des Inn ne vient pas de nulle part. En ville, il y a toujours des demeures préparées pour leurs invités de grande taille, ainsi que des boutiques et des auberges conçues sur le même principe. Beluir dispose, par exemple, de quartiers entiers dédiés à cela, où les diplomates et commerçants peuvent loger et passer du bon temps dans des lieux à leur taille. Et ces délégataires se réjouissent toujours de venir faire affaire à Beluir, et à Luiren de manière plus générale. Beluir passe pour la capitale aux yeux des puissances étrangères. Mais dans les faits, Beluir n'est qu'une ville parmi les autres. Luiren ne comporte pas d'entité gouvernementale à proprement parler. Bon, il est vrai que les villes sont dirigées par des maires et mairesses élus par le peuple, accompagnés par des amis de confiance, mais ne sont absolument pas intouchables. En effet, n'importe quel Inn résidant en ville peut soumettre des propositions au gouvernement, y compris la capacité de l'élu à diriger. Ces propositions n'ont lieu que pendant les 5 périodes de vacances saisonnières. Dans tous les cas, l'Assemblée présente délibère, et si les votes sont défavorables au maire, celui-ci ou celle-ci démissionne tout simplement. Mais bon, ces délibérations sont souvent une excuse pour faire un bon repas plus qu'autre chose. Les alphelins se soucient en réalité peu de la politique. En zone rurale, les choses se passent un peu différemment. C'est un conseil composé des ancêtres du village qui est aux commandes.
En cas de problème ou de décision importante à prendre, ce conseil réunit tout le village autour d'un festin. Et c'est pendant la préparation de celui-ci que les différents partis discutent et expriment leurs opinions. Le repas en lui-même sert de délibération, les uns et les autres exprimant à nouveau leur avis si nécessaire. Le conseil tranche ensuite et tout le monde profite de la nourriture riche et goûteuse des alphelins. Si toutefois, par un pur hasard, le conseil n'arrive pas à mettre un terme au débat, alors le membre le plus respecté parmi l'assemblée réécoute les pour et les contre, et est chargé de trancher à lui seul. Tout le monde s'y plie ensuite, et la vie reprend son cours, paisiblement. La culture alpheline n'admet pas de loi au sens où on l'entend ailleurs, et ce système est globalement très fonctionnel. Néanmoins, il existe toujours quelques contrevenants, quelques plaisantins. Si ceux-ci sont natifs de la région, alors le problème est réglé dans le plus grand respect de la culture locale. Le réfractaire est convoqué et se voit immédiatement donner la leçon par un ancien, en plus d'un avertissement. Généralement, cela suffit. Les bienfaits de cette société libre sont précieux pour les alphelins, et les délinquants sont donc choses assez rares. Comme le reste, les conflits entre in se gèrent généralement à l'amiable, via la discussion, le compromis ou un bon repas. Ceux qui posent un peu plus problème sont les outsiders, qui ne sont pas habitués aux mœurs alphelines. Dans le cas où ceux-ci sèment le trouble et ne respectent pas leurs hôtes, le petit peuple peut s'avérer très créatif. Un voleur peut par exemple se retrouver assommé, traîné hors de la ville et laissé inconscient en pleine campagne. Parfois sans ses affaires ou encore, selon le milicien chargé de l'affaire, complètement nu. Ces punitions ont pour but premier de faire passer un message. Vous voyez ce que ça fait ? Maintenant, restez tranquille. Dans certains cas, les contrevenants sont enfermés en prison, qui sont les seuls lieux à ne pas avoir été adaptés aux dimensions des visiteurs. Passez une seule nuit dans l'une de ces cellules de 1 mètre de côté, voire parfois moins, et à l'avenir vous réfléchirez à 2 fois avant de tenter de voler la bourse de votre voisin. Mais bien que de nature optimiste, les alphelins ne sont pas dénués de sens commun, et savent très bien que chaque tonneau contient toujours 1 ou 2 pommes pourries. Ainsi, il existe une sorte de justice gérée par les Marchwarden, qui sont la milice armée de Luiren. Et ceux-ci sont appuyés généralement par les maires et les autres conseils ou formes de gouvernement. Ceux-ci sont entre autres chargés de gérer les délits graves, comme les meurtres. Dans ces circonstances-là, cette milice lance immédiatement une enquête, et si le coupable est retrouvé, Idwell ne peut guère espérer mieux qu'une exécution sommaire, en bonne et due forme. Ces Marchwarden sont le seul bras armé officiel de Luiren et patrouillent quotidiennement l'ensemble du territoire, en insistant toutefois sur les lisières des forêts ou les frontières. Mais bien folle serait la personne souhaitant attaquer le Luiren. Ses habitants ne sont certes pas belliqueux pour un sou, mais sont de féroces combattants lorsqu'il s'agit de défendre leur territoire. Personne ne pourra leur ôter leur société idéale sans souffrir de leurs haches et épées, portés par les habitants qui s'organisent en milices volontaires venant assister les Marchwarden. Parce que oui, contre toute attente, le Luiren n'a pas été épargné par l'ombre de la guerre. À l'origine, il y a des milliers d'années, les 3 peuples, à savoir les pieds légers, les vaillants et les sages spectres, vivaient en harmonie sur le territoire. Il est vrai que quelques querelles ont eu lieu, mais ces 3 tribus se sont toujours alliées contre des tentatives d'invasion, comme celle des Dambratiens, déjà à l'époque, ou de meutes de gnolls enragés. Cette harmonie se maintint longtemps, jusqu'au jour où un certain Desva est venu semer la discorde au sein des sages spectres. Ce puissant prêtre du dieu Malar, le seigneur des bêtes, les fit sombrer dans les ténèbres. Ils rendirent gloire à ce nouveau dieu au travers de massacres en bonne et due forme, laissant les têtes arrachées des autres alphelins joncher le sol des forêts. Alors que le luirbois se transformait en charnier géant, un chasseur du peuple vaillant, portant le nom de Shand, s'éleva contre les sages spectres, menant au combat les alphelins n'ayant pas encore sombré dans la folie. Cette guerre dura 3 longues années, pendant lesquelles des villages entiers furent sauvagement détruits, mais Devza fut finalement vaincu par Shand lui-même. Suite à cela, seuls les sages spectres ayant rejeté Devza et son dieu furent autorisés à rester en Luiren. Ils furent très peu nombreux, ce qui explique leur faible nombre maintenant. Les autres furent soit tués sur place, soit se sont exilés loin au nord. Actuellement, ils vivent au fin fond du bois de Shondal, dans la région de Shandat. En plus du départ des sages spectres, les pieds légers prirent leurs affaires eux aussi, et partirent, souhaitant mettre de la distance avec ce traumatisme.
Ils voyagèrent au nord et s'installèrent un peu partout, adoptant les coutumes des différentes nations étrangères. Ce sont donc les vaillants qui construisirent les bases du Luiren actuel. Les pieds légers revinrent au compte-gouttes au cours des quelques 1500 ans qui suivirent, rapportant un esprit nomade renforcé, alors que les vaillants ont eu tendance à se sédentariser et que les sages spectres ont envahi les forêts au nord et y vivent en ermite. Luiren est une région bien à part sur le continent de Férune. Premièrement, son rythme de vie nomade, sa frivolité, cette organisation parfois qualifiée d'anarchie bienveillante en surprendrait plus d'un. Deuxièmement, la combativité de son peuple n'est plus approuvée. En effet, comme on l'a dit, bien fou serait celui ou celle qui tenterait d'envahir le continent. Mais il ne fait pas de doute que Luiren est une région attirante, sympathique, tranquille, et où il fait bon vivre tous les jours que les dieux font.